bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu économie dans notre rubrique. Et pour cela, nous recevons pour vous M. Clément Kouakou. Il est directeur de la stratégie et des études au ministère du Plan de la Côte d'Ivoire. Monsieur Clément Kouakou, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous recevoir sur Sika Télévision. Moi également. Alors justement avec vous aujourd'hui, nous allons parler libre-échange dans l'espace CEDEAO. Voilà. Et vous demandez déjà, est-ce qu'il est effectif ce libre-échange-là dans l'espace CEDEAO? Merci beaucoup madame. Je peux vous dire que ce libre-échange est effectif, mais dans une partie de la CEDEAO. Une partie de la CEDEAO parce que la CEDEAO a deux zones. Il y a la zone UEMOA et puis il y a la zone hors UEMOA qui compose la CEDEAO. Nous avons le tarif extérieur commun qui est appliqué dans l'espace UEMOA depuis belle lurette et dont certains aspects ont été reformulés en 2015, prenant en compte le nouveau contexte. Le nouveau contexte, c'est l'avènement des APE, d'accord. Et donc, de nouvelles simulations sont en cours pour voir dans quelle mesure, avec l'avènement des APE, tous les pays de l'UEMOA, mais aussi de la CEDEAO, peuvent tirer profit. C'est ça. Et je suis bien tentée de demander comment est-ce que la Côte d'Ivoire, elle, vit ce libre-échange-là. Comment est-ce que vous en profitez? Oui, la Côte d'Ivoire est un pays phare de l'UEMOA et de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire vit essentiellement des exportations de produits de base. Et pour cela, le commerce est un aspect important du plan d'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce plan d'émergence s'appuie essentiellement sur le PND, le plan national de développement. Un plan a été élaboré et mis en œuvre entre 2012 et 2015 qui a donné des fruits que vous connaissez, la croissance spectaculaire de la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise post-électorale. Et de 2016 à 2020, un nouveau plan a été élaboré. Et je pense que tous les aspects liés au commerce sont regroupés dans l'axe 5 sur l'intégration de ce plan national de développement. Alors, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour tirer profit? La Côte d'Ivoire a mis en place un dispositif d'accompagnement des opérateurs économiques, pour que ces opérateurs soient de plus en plus compétitifs. La Côte d'Ivoire contribue à la mise en œuvre effective du TEC, sous bien sûr la contrainte, je l'ai déjà dit, la contrainte des APE, mais aussi d'un nouveau contexte dont nous venons de discuter durant ces 2 jours, c'est la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. Donc c'est un nouveau contexte qu'il faut prendre en compte. Et donc la Côte d'Ivoire est consciente de cela. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a signé l'axe de création de la ZLECA. Donc vous voyez que ça crée beaucoup de situations et il faut faire des analyses approfondies pour tirer profit. Et pour cela, un comité national TEC est mis en place sous la présidence de la primature et la vice-présidence du ministère en charge de l'intégration, pour gérer le marché commun de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et je pense que c'est autant d'actions que met en place la Côte d'Ivoire pour contribuer à l'effectivité du libre-échange dans la zone UEMOA et dans la zone CEDEAO. Alors, en tant que directeur des stratégies et des études du ministère du Plan que vous êtes, est-ce que vous trouvez que le libre-échange dans cet espace-là est parfait? Est-ce que en appliquant ce libre-échange, est-ce que vous ne rencontrez pas des limites? Quels sont les défis en fait? Oui, aucune politique n'est parfaite. Le libre-échange rencontre pas mal d'embûches, pas mal de difficultés. L'un des problèmes, c'est d'abord
les produits qui font l'objet du commerce. D'abord, on retient que même dans les discussions des 2 jours, on retient que la croissance des pays est tirée par le commerce avec les pays hors CEDEAO. Donc, ça veut dire que le commerce intra-CEDEAO reste encore faible. Le commerce intra-CEDEAO reste encore faible. Je crois que c'est une limite. Et puis, les produits échangés sont souvent similaires, bon, ce qui crée une concurrence inutile. Il faut trouver un moyen de spécialisation ou bien d'avantages comparatifs révélés pour chaque pays pour que l'ensemble des pays puissent tirer profit de l'intégration. Et puis, bon, bien sûr, le libre-échange également doit conduire à l'intégration économique qui prend en compte le droit de résidence. C'est ça. Bon, est-ce que quelque part, ça se passe, si ça se passe ainsi, est-ce que ce n'est pas parce que chaque pays veut penser son développement à lui seul et que justement, c'est ce qu'on reproche très souvent à la plupart des pays africains, qu'on ne se met pas ensemble, quelque part? Bon, c'est de bonne guerre. On a des stratégies de développement différentes, mais il y a des accords quand même en vue. Certains pays titubent encore sur, par exemple, au niveau des APE, le Nigeria, la Guinée-Bissau sont encore réticents sur les APE. Mais il faut mener des discussions et des études assez mûries pour voir quels sont les avantages et les inconvénients de l'ensemble de ces accords. Ça fait beaucoup d'accords quand même. Ça fait beaucoup d'accords. Il y a l'accord de libre-échange, il y a le TEC, il y a les APE, il y a les ZLECA. Bon, voilà, ça fait beaucoup d'accords. Quelque part, est-ce que ça ne fait pas qu'on se disperse aussi en même temps? Trop d'accords pour le même espace dans le même temps? Oui, on se disperse. Mais bon, je pense que si des études comme ce qui vient d'être présenté pendant ces 2 ateliers sont réalisées et que les effets sur les économies sont révélés, je pense que chaque pays prendra ses dispositions pour se mettre à niveau. C'est ça. L'une des difficultés, c'est que les pays ne songent pas souvent à se mettre à niveau. Voilà. Est-ce que les producteurs, puisque nos économies reposent essentiellement sur l'exportation de produits de base, de produits agricoles, est-ce que nos producteurs tirent vraiment profit des exportations comme ça se fait dans les pays développés? Il faut que les paysans tirent profit des exportations. Mais pour cela, il faut qu'ils soient véritablement intégrés dans la chaîne des valeurs. C'est ça. Or, on remarque que dans la chaîne des valeurs agricoles, ce sont les pays, les transformateurs. Si je prends le cacao qui est le produit phare de la Côte d'Ivoire, ce sont les transformateurs qui gouvernent cette chaîne des valeurs. Et donc, que tirent les Ivoiriens de l'exploitation, de la transformation, de l'utilisation finale de ces produits de base? Les chocolatiers sont les plus riches du monde et les planteurs font partie des plus pauvres. Ça, c'est pas juste. Et ça m'intéresse vraiment, cette partie où vous parlez des paysans défavorisés. Et justement, ça m'amène à vous demander, qu'est-ce que les pays africains font? Ou bien, qu'est-ce que les pays africains attendent pour promouvoir les produits locaux et la consommation locale? Parce qu'on ressent à ce niveau-là qu'il n'y a pas vraiment grande volonté. Oui, ce n'est pas tant la volonté. Je pense que c'est la technologie qu'il faut. Comment transformer le cacao, comment fabriquer du chocolat raffiné comme ce que nous consommons lorsque nous allons en Europe à base de cacao. Est-ce que nous avons les compétences pour le faire ici? Voilà, je pense que c'est à ce niveau. Et là, c'est pourquoi j'ai parlé de mise à niveau. Et si vous regardez les analyses de la chaîne des valeurs, c'est ça en fait le défi. Comment la chaîne des valeurs d'un produit donné peut aider le développement du pays. Comment une bonne partie de la rente peut être conservée par les nationaux pour booster la croissance et le développement. Si nous produisons le cacao et que nous nous limitons à exporter le cacao brut, ou même que ceux qui font la semi-transformation sont des multinationales, mais que retirent les nationaux de ce produit dont les transformateurs sont les plus lotis? Je crois que le problème, c'est la mise à niveau. Il faut qu'on se mette à niveau. Et surtout en termes de compétences. Je crois que si on veut
une véritable transformation structurelle de nos économies, il faut un capital humain adéquat. C'est ça. Je pense que le principal défi, c'est le capital humain. C'est ça. Et vous pensez que la promotion de la consommation locale peut y contribuer pour quelque chose? Oui, mais la promotion de la consommation locale, c'est... Vous avez un ménage, ça c'est de la microéconomie, vous avez un ménage qui consomme un bien pour tirer une satisfaction. Si le bien consommé ne lui procure pas de satisfaction suffisante, mais il va consommer le produit importé. Donc le tout, c'est de pouvoir, avec nos potentialités agricoles, produire des biens de qualité et puis les mettre à la disposition de la population. Vous verrez que les populations ne vont pas refuser ces biens. Si vous prenez les liqueurs que nous consommons, qui sont produits à base de cacao, on vient payer le cacao chez nous. On le transforme de l'autre côté. On ramène plus cher. On ramène plus cher. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui empêche que nous produisons ces liqueurs de qualité? C'est ça. Qu'on vend à 100 000, à 125 000, à 115 000. Il faudrait qu'on passe aussi au lobby dans les ministères qui ont intérêt à ce que les importations continuent pour des pourcentages. Oui, non, mais vous ne pouvez pas forcer un ménage à consommer un produit qui ne lui procure pas suffisamment d'utilité et de satisfaction. Et même s'il est patriote. S'il est patriote, non, c'est pas ça. Il faut lui proposer un produit qui corresponde à sa satisfaction, à son goût, et il le consommera. Il le consommera. Nous consommons la tchéké. Vous voyez, ça fait combien? Il y a des études sur la chaîne des valeurs du manioc. Le manioc fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On se limite à consommer de la tchéké, du gari et autres, alors qu'on peut faire beaucoup plus avec le manioc. Et puis sortir toute cette population féminine ou paysanne qui s'adonne à la production du manioc. Donc il y a une question de mise à niveau, il y a un problème de recherche-développement. Comment nos pays soutiennent la recherche-développement pour une bonne utilisation de nos produits de base. Merci beaucoup, M. Clément Kwaku. Je crois que nous sommes arrivés déjà au thème de notre entretien. Merci beaucoup. Vous êtes directeur de la stratégie et des études au ministère du Plan de la Côte d'Ivoire. Ce fut un plaisir de vous avoir sur cette émission. Merci beaucoup, madame. C'est la fin de votre rubrique, l'entretien du jour. Mesdames et messieurs, ravi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci.